Hello à tous et bienvenue dans Inside Banking, le podcast qui fait décoller ta culture financière. Je suis Richard Michaud, j'ai 30 ans et je suis Top Voice Finance sur LinkedIn. Dans Inside Banking, le podcast, je te partage ma passion pour le secteur financier et je donne la parole à des acteurs de la finance au parcours inspirant qui portent des valeurs fortes et vont t'apporter des éclairages sur les grands enjeux du secteur. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi sur tes plateformes d'écoute préférées. Si tu aimes le podcast, laisse-moi un avis 5 étoiles et partage cet épisode à au moins 3 de tes contacts. Sur ce, place à l'épisode du jour. Salut les amis, bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et une nouvelle invitée de Inside Banking, le podcast, pour le deuxième épisode de cette nouvelle saison. Cette invitée, c'est Chiara Operto. Je suis extrêmement content de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Chiara, je pense que pour l'anecdote, tu es la plus jeune invitée du podcast, donc félicitations à toi. Pour une raison simple, c'est parce que moi, j'essaie d'inviter des leaders d'opinion, des personnes qui ont des choses à dire, qui incarnent des sujets, et évidemment, c'est un petit peu plus simple quand on a un background, une carrière. Pour autant, toi, tu es très jeune, mais tu as fait déjà beaucoup de choses. Tu prends la parole sur les réseaux sociaux sur une diversité de sujets, notamment le M&A qu'on va évoquer, la place des femmes aussi en finance dont on va parler. Et tu as déjà, à ton jeune âge, un parcours qui est assez impressionnant. C'est quelqu'un qui a entrepris. Et donc, tu peux en parler aujourd'hui avec la première question. Elle va être très simple, Chiara. Qui es-tu ? Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Ça fait un petit moment que je te suis aussi, donc c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Rapidement, pour mon parcours, moi j'ai un parcours assez classique. J'ai toujours grandi dans le sud. J'ai fait une classe préparatoire puisque j'étais un petit peu perdue sur ce que je voulais faire. Mes parents sont dans le secteur de la géophysique et de la recherche, donc rien à voir avec l'école de commerce, rien à voir avec le business, rien à voir avec la banque. Donc après l'école de commerce, j'ai intégré l'EDEC. Initialement, je voulais pas du tout faire de finance. Bon, de fil en aiguille, on pourra reparler. Je suis allée en M&A. Voilà, le fameux métier dont tout le monde parle, prestigieux et surtout qui attire pas mal de jeunes aujourd'hui pour certaines raisons. Et ensuite, après avoir commencé ma carrière en M&A, c'est vrai que j'ai été un petit peu dirigée vers l'entrepreneuriat. Alors, honnêtement, je savais pas du tout que j'avais cette fibre-là. En tout cas, j'y croyais pas trop. Donc, j'ai commencé à monter une première boîte que j'ai même pas lancée, on va dire, parce que c'était une marque de vêtements de sport éco-responsable. J'ai commencé mon CDI et ensuite, de fil en aiguille, j'ai eu des opportunités qui ont fait que je me suis lancée sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'il y avait énormément de demandes au niveau des étudiants et c'est donc à ce moment-là que j'ai lancé, il y a 1 an et demi, EdgeSkills, où on a commencé en fait à faire du coaching personnalisé pour les étudiants qui souhaitaient faire de la finance et donc avoir accès à ces métiers un petit peu élitiste. Et aujourd'hui, je monte une EdTech pour justement démocratiser l'accès à ces métiers et donner accès à l'information. Tu as dit dans ta présentation que tu savais pas ce que tu voulais faire, ou en tout cas que tu voulais pas forcément aller en finance à la base. C'était quoi ton idée initiale ? T'avais quelque chose de précis en tête ou justement tu étais un petit peu perdu ? Alors moi, c'est vrai que j'ai changé beaucoup de fois de métier, je pense comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, mais avant moi, quand j'étais petite, au lycée, alors j'étais très attirée par le trading. Je ne sais pas pourquoi. Je pourrais pas l'expliquer. Je sais que je me baladais pas mal sur YouTube pour regarder justement des vidéos, comment ça se passait. Après, j'ai eu ma période où je voulais être ingénieure en chimie. À ce moment-là, je me souviens, mon père me dit: «Mais ça ne gagne pas d'argent». Et je pense que justement, c'est là où je me suis dit: «Mais en fait, je peux pas ne pas gagner d'argent». Je pense que depuis petite, j'ai toujours été un petit peu attirée par ça. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, dès petite, j'étais toujours dans la négociation. Je travaillais avec mes grands-parents à leur boulangerie. Donc j'étais un petit peu déjà dans ce mindset-là. Et c'est vrai qu'en école de commerce, quand je suis arrivée, c'est vrai que j'apprécie quand même l'écosystème start-up. Mais encore une fois, je savais pas trop exactement quoi faire. Et c'est pour ça qu'on m'a dit: «Bon voilà, le M&A, c'est le métier prestigieux, c'est pour les gens ambitieux. Tu vas pouvoir gagner de l'argent, ça va t'ouvrir beaucoup de portes, donc je te recommande ce métier-là». Puis je me suis renseignée, c'est vrai que c'était très intéressant et c'est pour cette raison-là que je me suis dirigée en finance après. Tu as aussi dit que tu ne sentais pas la fibre entrepreneuriale initialement. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire ça t'est arrivé comme ça et tu te projetais pas, tu pensais pas avoir les qualités pour ça ? Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? En fait, je pense que quand on est jeune et quand on rentre un petit peu dans cette recherche de CDI, de stage, ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage. Et moi, à l'époque, ou en tout cas quand on est jeune, je pense que se dire être entrepreneur, c'est avoir une idée et la mettre en place. Moi, à l'époque, j'allais te dire, j'avais mon petit carnet, je notais plein d'idées qui semblaient révolutionnaires, mais j'en ai jamais, enfin,
personne n'en a jamais vu la couleur. Et surtout, je me disais, oui, j'ai quelques idées, mais je suis pas créative, je sais pas comment le mettre en place, j'ai pas d'idées, je pourrais jamais être entrepreneur. Et en fait, au final, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, moi, à partir du moment où je me suis lancée et que j'ai commencé à avoir confiance en moi, que j'ai commencé justement à m'entourer des bonnes personnes aussi, c'est là où je me suis dit, mais en fait, bien sûr que tu l'as. Et au final, depuis toute petite, je me débrouille toute seule. J'ai toujours adoré créer plein de petits projets. Moi, j'adore l'écriture aussi à côté, donc j'écris beaucoup. En fait, il y a plein de choses comme ça qui font que aujourd'hui, oui, je sais que je suis entrepreneuse. C'est vrai que quand on est jeune, on pense que être entrepreneur, c'est créer une boîte à plusieurs millions dès le début, avoir l'idée et la mettre en action, quoi. Parce que ce que j'avais retenu là-dessus, alors, sachant que je ne suis pas entrepreneur moi-même, donc mais c'est quelque chose que je trouvais assez juste et qui est un petit peu évoqué en filigrane. C'est pas forcément d'avoir voilà, l'idée révolutionnaire, c'est plutôt l'exécution. Si on prend des exemples très simples comme Airbnb, l'idée en soi, elle est extrêmement simple, à recevoir des gens chez soi. Tout le monde peut avoir l'idée. Ou Blablacar, c'est pareil, hein, mutualiser les trajets en voiture. L'idée, elle n'est pas folle. Par contre, l'exécution, elle est démentielle. Et après, derrière, ça crée des groupes incroyables. Exactement, c'est comme Uber, mais totalement. Enfin, moi, je suis totalement alignée et il y a beaucoup de personnes. Je pense que la partie la plus simple, justement, c'est d'avoir l'idée. Tout le monde peut avoir la même idée et c'est pour ça que ça me fait rire quand il y a beaucoup de gens qui disent: «Ah, mais moi, je veux pas dire ce que je veux créer parce que quelqu'un va me la piquer». En fait, c'est comme si je te dis: «Je te montre mon produit et je te fais signer un NDA». C'est ridicule. Moi, je suis en train de l'exécuter, donc il y a aucune crainte là-dessus. L'idée, tout le monde a la même que la tienne ou que la mienne ou autre, mais voilà, c'est vraiment la phase d'exécution qui est très importante. Et de s'y tenir pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans et y croire. Pas forcément facile, je pense. Très bien, mais avant qu'on parle de ce que tu fais aujourd'hui, peut-être sur la partie M&A, comment t'es arrivé là-dedans? Parce que tu as dit, bah voilà, au début, tu ne savais pas exactement ce que tu voulais faire. Ensuite, tu t'es orienté vers la finance. Donc, j'imagine qu'à l'EDEC, tu as fait un cursus qui t'a orienté vers ça. Est-ce que tu peux nous raconter les débuts? Comment tu as fait pour retrouver le premier stage et tout ça? Alors, c'était ce parcours du combattant. Alors, c'est vrai que donc moi, quand j'arrive à l'EDEC, pré-master, bon, c'est la décadence en école de commerce, hein. Les étudiants sortent de prépa, ils ont travaillé comme des fous pendant 2 ans. Le grand relâchement. Voilà, grand relâchement. Moi, je faisais encore de l'équitation en compétition, donc Dieu merci, j'avais un cadre et j'étais un petit peu l'étudiante insupportable qui avait du mal à lâcher prise avec le travail. Donc en fait, moi, je faisais que travailler. À l'EDEC, je voulais avoir de très bonnes notes, en tout cas au début. Tu devais être la première de la classe alors. Voilà, j'avais encore le syndrome de première de la classe. Et en fait, arrive le moment où justement, on doit un petit peu faire nos choix, savoir, donc c'était vers janvier, février, moi je commençais vraiment à en avoir marre des soirées, de la décadence de l'école de commerce. Donc, je me dis, bon, va peut-être falloir se dépêcher à savoir ce que tu veux faire. C'est vrai que moi, je viens du sud de la France et il s'avère que l'EDEC à Nice, en fait, c'était spécialisé en finance, mais c'était à Nice. Donc, je me suis dit, bon, la finance, ça a l'air intéressant, ça va t'ouvrir plein de portes. Dans tous les cas, ça va te mettre dans un cadre qui est quand même assez propice au travail, sachant que moi, je commençais un petit peu à explorer les différentes possibilités. Donc, j'ai dit, bon, je vais à Nice. Au pire des cas, si j'aime pas, c'est pas grave, je pourrais faire autre chose. Donc, je suis prise à l'EDEC à Nice. J'arrive en septembre. Et c'est vrai qu'en fait, on avait le choix soit entre finance de marché, soit en corpo. Moi, finance de marché, bien que j'avais cette optique d'être trader à l'époque, m'était totalement sortie de la tête. J'étais quand même très intéressée par justement la compréhension du fonctionnement des entreprises, de leur croissance, comment ça fonctionnait, comment développer un produit. Donc, je voyais un petit peu les deals dans les news. Donc, je me suis dit, OK, bon, le M&A, c'est ce qui va m'ouvrir le plus de portes. J'arrive à l'EDEC, on ne m'explique pas comment trouver mon stage, on ne m'explique pas les différents programmes, donc c'est-à-dire le spring, le summer, à Londres. Moi, je voulais tellement aller à Londres, donc je me suis dit, bon, je vais aller contacter des gens là-bas. Et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi et je pense qu'à l'EDEC, j'étais une des premières à vraiment avoir autant de spring à l'EDEC, parce que personne ne connaissait encore. Donc, ça a commencé comme ça, et après, bon, j'ai commencé à avoir mes stages de césure et mon offre de CDI, donc c'est allé assez vite, quoi. Sachant que là, tu le présentes comme c'était facile, mais il faut savoir que c'est extrêmement difficile de trouver. Je préfère préciser parce que voilà, tu es très, très modeste et c'est très bien, mais c'est des choses très difficiles. Et peut-être juste avant qu'on rentre là-dedans, est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui sont un peu plus éloignés de ces sujets, le M&A ou FUSAC en français, grosso modo, en quoi ça consiste? Oui, bien sûr. Alors, le M&A, bon, comme tu l'as très bien dit, parce qu'il y a tout le monde qui parle de la merger and acquisitions,
Donc, c'est la fusion-acquisition et c'est tout simplement toutes les opérations par lesquelles une entreprise en rachète une autre ou fusionne avec elle dans le but donc de s'étendre, de grandir, de se diversifier ou de renforcer sa position sur le marché. Et donc, effectivement, tu évoquais les sprints. Donc, ça, c'est des stages et peut-être des jobs derrière pour rentrer dans des grandes banques d'affaires donc, qui opèrent ces activités. Et du coup, ça m'amène à une première question que je me posais aussi à l'époque quand j'étais étudiant, que je ne savais pas exactement quoi faire. Parce que moi, j'ai fait un choix différent parce que moi aussi, je ne savais pas quoi faire, mais jusqu'au master. Et du coup, je me suis orienté vers le conseil parce que je me suis dit, c'est parfait parce que je vais faire plein de choses. Je vais voir plein de clients, plein de problématiques différentes. Et tu vois, au bout de 10 ans, je suis encore en conseil. Donc, c'était un bon choix, en tout cas pour moi. Mais tu vois, à l'époque, moi, la question que je me posais pour tous ces trucs-là, en gros, les grands établissements ou les plus petites boutiques, c'est quoi la différence? Alors déjà, en termes d'établissement, ça va être la taille des deals, forcément, et aussi l'environnement du travail, au travail. Dans les grosses structures et aussi, forcément, les opportunités que ça t'ouvre. Peut-être pour revenir sur l'ambiance, la taille des deals, quand tu es en large cap, tu travailles sur des deals qui sont au-dessus de 500 millions. Moi, typiquement, à l'époque, j'ai travaillé sur le deal LVMH Tiffany, que je pense que tout le monde connaît très bien. Quand tu travailles en mid ou en small, tu travailles avec des entreprises petites, tu es beaucoup plus exposé. En mid cap, généralement, tu travailles avec des entrepreneurs directement qui vont vendre leur premier enfant, on va dire, donc leur bébé, leur boîte. Donc, tu es beaucoup plus proche d'eux, tu es plus exposé, tu as plus de responsabilités. Et aussi, forcément, l'ambiance au travail est un petit peu plus tranquille. Il y a plein de facteurs. Et voilà, grosso modo, entre small, mid et large, ça va être la taille des deals, quoi. En gros, si quand tu es dans une très grande banque d'affaires, tu vas travailler sur des très beaux deals et potentiellement avoir un rôle, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets, plus de petites mains quand tu arrives en junior. Oui, non, mais c'est vrai, totalement. Donc, en gros, faire les prêts, préparer les choses pour les autres. Et à l'inverse, si tu choisis de rentrer dans une plus petite boutique, là, tu vas être plus exposé plus directement, mais sur des deals de grande ampleur. Donc, c'est un choix en fonction de ce que tu préfères et après la marque que tu veux donner sur ton CV. Exactement. Je pense aussi on peut rajouter éventuellement le deal flow, donc forcément sur du large cap, tu vas travailler sur de plus gros deals, mais il y en a beaucoup moins qu'en small ou en mid où là c'est en masse. Et donc raconte-nous, alors ton premier stage, c'était chez qui et qu'est-ce que tu as fait? Mon premier stage de 6 mois, c'était chez Bryan Garnier, qui a été racheté d'ailleurs par Stifel cette année. Alors, j'ai pas forcément adoré ce stage. J'ai bien aimé l'ambiance, les horaires étaient plutôt tranquilles. Enfin, je finissais aux alentours de, entre 21h et minuit. Tranquille pour le M&A. Voilà, oui, ça allait. Après, moi, je suis un peu une tarée du travail, donc Je vois ça, ouais. j'ai pas trop la notion des horaires, mais voilà, grosso modo, c'était plutôt tranquille pour du M&A. Et là, en fait, j'ai fait pas mal de tâches, disons, de petites mains, comme tu disais. Donc, j'avais pas forcément une chance là-dessus. Je prenais beaucoup de notes de call, je faisais beaucoup de slides. En plus, j'étais tombée sur un deal vraiment pas intéressant et ça avait duré 6 mois. Donc, voilà, je n'étais pas forcément convaincue. Ceci dit, deuxième stage, je finis chez Citigroup à Paris, en M&A, donc là, en large cap. J'ai eu l'opportunité donc de travailler sur le deal LVMH Tiffany. Bon, c'était pendant le Covid. Année un petit peu compliquée, mais bien qu'il y avait la reprise. Et là, pour le coup, j'ai vraiment adoré parce que justement, en fait, quand tu travailles sur des entreprises que tu connais, que tu te retrouves sur des calls avec le CFO de LVMH, bon là, tu te dis, OK, c'est hyper intéressant, tu apprends, tu te sens valorisé et c'est hyper gratifiant quand tu te retrouves à ce statut, à ce poste-là quand tu es junior. Et surtout, moi, c'était ce qui m'intéressait, c'est vraiment comprendre. En fait, je connaissais la boîte, donc je comprenais rapidement le business model. Et je pense que quand tu es jeune, c'est inconscient peut-être, mais le fait de savoir et de voir que tu comprends, que tu sais et que tu es plutôt bon dans ce que tu fais et que tu as déjà une expertise qui se développe rapidement, forcément, tu vas plus apprécier. Et ça s'est d'ailleurs confirmé lorsque j'ai fini avec mon summer à Londres chez Credit Suisse. Et là-dessus, si tu pouvais résumer pour notamment les auditeurs les plus jeunes qui nous écoutent, le rôle ou les principales attentes envers un analyste junior, que ce soit un stagiaire ou vraiment quelqu'un en début de carrière. Oui, alors tout à fait. Je vais pas vous mentir, les principales tâches que vous allez faire en tant que stagiaire vont être assez classiques. Beaucoup de présentations, de profils de société. Vous allez préparer les documents marketing que vous allez présenter lorsqu'il y a un mandat. Donc,
Donc, lorsqu'une entreprise va en racheter une autre, ils vont devoir sélectionner leur advisor, donc leur conseiller. Donc, c'est là où les banques en M&A ou les boutiques interviennent. Et donc, grosso modo, vous allez, pour la plupart du temps, faire du PowerPoint, prendre des notes de call et potentiellement, si vous montrez que on peut vous faire confiance, vous allez toucher un petit peu à du modèle. Voilà, donc différentes méthodes de valo. Après, voilà, la plupart du temps, c'est des tâches très classiques, PowerPoint, quoi. Et là-dessus, si je te challenge un peu et je me projette dans le temps et même dès maintenant, en réalité, est-ce qu'il n'y aura pas un avant et un après lié à ce que tu as dit, tu vois, prendre des notes de call? En réalité, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent, alors, pas forcément de le faire à 100%, mais en tout cas de pré-matcher le travail à 80%. Moi, Oui. de ce que j'ai vu, hein, tu vois, même au Oui. boulot ou dans ma vie perso, j'ai testé ça. Voilà. Pareil pour la génération de slides, je pense on y est encore, pas encore, mais bon, en tout cas, on voit qu'il y a un mouvement vers ça. Est-ce que le rôle des analystes juniors va changer? Il n'y a pas de question. Et la deuxième question, elle est un petit peu plus dure aussi. Et c'est une réflexion qu'on m'a fait récemment dans une discussion sur l'IA. Parce que c'est exactement ce que je disais. Moi, je disais, ça va être un super assistant, on va aller plus vite, etc. Et la personne m'a dit, et c'est assez vrai, mais du coup, comment on va se senioriser? Parce que finalement, le fait de faire ces tâches-là, quand on est junior, c'est ça aussi qui nous forme à derrière être senior. Or, si on le confie complètement de l'IA, comment on fait? C'est intéressant et j'en parlais pas mal sur l'IA et l'impact que ça peut avoir sur le M&A. Déjà, on aura toujours besoin de l'humain dans ce genre de métier. Il faut savoir que quand on est junior, forcément, on fait des tâches assez chronophages, assez, comme je te disais, répétitives. Ceci dit, en M&A, à partir d'un certain moment dans ta carrière, tu switches totalement de compétences. C'est-à-dire que tu vas devoir être un bon commercial, tu vas devoir avoir un petit peu un esprit entrepreneurial, tu vas devoir réussir à négocier le deal et il va y avoir beaucoup de relationnel. Donc, je pense que justement, les compétences qu'on va demander à un junior vont évoluer par rapport à là aujourd'hui où on demande de faire des choses assez académiques et assez répétitives. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les process sont de plus en plus compliqués. Je pense que c'est un petit peu, même inconsciemment, parce que tout le monde va te dire « mais non, on s'en fiche, ça prendra jamais la place d'un junior, etc. » Mais au final, aujourd'hui, quand on regarde un entretien, on ne se contente plus uniquement de la technique. C'est-à-dire qu'un étudiant très bon techniquement, mais qui ne sait pas se vendre, qui ne sait pas se présenter, qui ne réfléchit pas justement au-delà de la simple technique pratique qu'on lui donne, eh bien, il n'est pas retenu. Donc, je pense que justement, l'IA ne va pas prendre le métier, enfin, ne va pas prendre la place de ce métier-là, enfin, en tout cas des salariés dans ce milieu-là. Ceci dit, je pense qu'il y aura moins de place pour les stagiaires et pour les juniors. On aura toujours besoin d'un junior ou d'un humain qui relie ce que l'IA a fait, de potentiellement améliorer ou justement même guider l'IA. Et garder un regard critique, quoi. Exactement. Donc, même les prompts, tout ce que tu vas faire, quand tu demandes de faire des slides, il faut bien que quelqu'un le fasse correctement. L'IA ne peut pas forcément le faire toute seule, ou en tout cas pas aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup moins de place pour les juniors. Et les compétences aussi sont en train d'évoluer. Je pense que l'IA, dans tous les cas, oui, c'est déjà en train d'arriver en M&A. Il y a la boîte Dealmaker de Romain Mény avec qui que je connais très bien, qui m'avait fait d'ailleurs passer à l'époque un entretien chez les financières de Courcelles. Et on le voit très bien aujourd'hui, c'est en train d'arriver dans ce monde-là. Après, voilà, il y a toutes ces histoires de compliance, de sécurité, de confidentialité qui sont encore assez présentes et qui donc peuvent forcément retarder un petit peu l'omniprésence de l'IA dans ce métier. Surtout pour ce métier-là, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est des métiers où l'information est très privilégiée par définition. Donc, quand on parle de deux grandes entreprises qui vont fusionner, se faire acheter, etc., évidemment, ce n'est pas des informations qu'on peut mettre dans le chat GPT tel que, en tout cas. Donc, ça pose plein de questions. Merci, Conseil. D'ailleurs, on parle d'IA, ça me fait penser à une autre question sur les fantasmes autour du M&A. Il y a plein de fantasmes. Tu as évoqué les horaires. C'est quoi, d'après toi, les plus gros fantasmes qu'on a, des images sur ce métier-là qui sont fausses? Moi, je pense tout de suite aux horaires, mais peut-être tu as d'autres choses. Alors, il y a l'horaire, il y a les horaires, donc on peut parler aussi du salaire. Hein. Ah, vas-y, tout le monde se pose la question, là. Voilà, donc on va parler de ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de mythes autour de sur la femme, l'ambiance très masculine. En fait, quand on parle de M&A ou de finance, à des personnes qui ne s'y connaissent pas du tout, ils vont te dire « Ah, le loup de Wall Street et c'est pour ça que j'admire ce genre de métier. » Alors, sur les horaires, je vais pas mentir, hein, ça reste quand même assez intense. Moi, en tout cas, pour ma part, chez Bryan Garnier, quand j'étais en stage, comme je vous l'ai dit, je finissais entre 21h et minuit. Là, quand je suis arrivée chez Citi, je finissais jamais avant minuit. Et c'était pendant le Covid. Et tu commences à quelle heure? 9h, 9h30. Après, c'était en stage. Il faut savoir que quand vous êtes analyste et que vous commencez justement à être salarié,
Le plus dur, c'est au début parce qu'il faut montrer qu'on peut avoir confiance en vous. On veut pas d'un stagiaire qui est bon, on veut d'un stagiaire sur qui on peut compter. Qui est là, quoi, présent. Voilà, et là et surtout avoir confiance en lui. Et si le stagiaire te dit écoute, là, j'ai bien reçu tes comments, je les passerai demain, on sait d'avance, enfin, le managing director ou le senior ne va pas paniquer, il va savoir que demain ce sera fait. Ce qui te permet d'ailleurs de push back un petit peu et de savoir prioriser tes tâches. Et après, c'est que chez Crédit Suisse, bon, moi, c'était un peu compliqué parce que j'étais sur un deal cross-border avec le Canada et les États-Unis et sur une IPO avec Singapour. Là, au niveau des décalages horaires, ça pique un peu. Voilà, exactement. Donc, horaire très compliqué. J'ai déjà fini à 6 heures du matin. Enfin, voilà. Et là-dessus, tu vois, on parle beaucoup en ce moment de sens dans le travail, d'équilibre vie pro-perso, etc. Notamment chez les plus jeunes. Et perso, je trouve ça bien. Est-ce que tu penses que ce fonctionnement, finalement, il est quand même amené à évoluer, Ouais. à être mis en cause parce que tout simplement, il y aura moins de gens à l'avenir, dès à présent, qui accepteront cette charge de travail, malgré le salaire? Moi, je pensais, mais honnêtement, vu le nombre d'étudiants qui souhaitent encore rejoindre ces métiers-là, j'ai pas l'impression que ça pose problème. Alors, j'ai quelques questions vis-à-vis de ça. Et moi, ma réflexion, c'est justement l'arrivée de l'IA. À la mesure où l'IA va permettre d'accélérer certaines tâches qui aujourd'hui peuvent prendre plus de temps. Ceci dit, en M&A, on ne pourra jamais baisser les salaires. On va pas dire, ah bah c'est bon, ça fait 40 ans qu'on vous paye plus de 100 000 euros dès votre première année. Et puis là, on va tomber à 50 000 euros. C'est ce qui est déjà énorme pour un étudiant qui sort d'école de commerce. On pourra en reparler parce que il y a un petit peu ce mythe-là, école de commerce, vous êtes les meilleurs, donc vous pouvez gagner autant. Je pense que justement, on ne baissera pas les salaires. L'IA va permettre d'automatiser certaines tâches qui sont chronophages et qui font qu'aujourd'hui, on a de gros horaires, mais il y aura moins de place. Et encore une fois, aussi, pourquoi on finit aussi tard en M&A, c'est que déjà, il y a une certaine hiérarchie et que le client paye quand même des fees assez élevés. Donc, quand le client t'envoie un message ou un mail le jeudi soir à 20h en disant, bah voilà, il me faut ça, il faut le faire, il faut exécuter. Donc, le temps aussi que le managing director le transmette au VP, que le VP le transmette à l'associate, que l'associate le transmette aux analystes et aux stagiaires, ça prend du temps. Voilà pourquoi les horaires sont compliqués. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a souvent des périodes creuses pendant la journée. Ok, tu as commencé à évoquer le sujet des salaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus concrètement? Pour un jeune qui commence, ça peut être quoi son salaire de base et ensuite l'évolution salariale? Oui, bien sûr. S'il rentre donc en large cap, donc dans les bulge brackets, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Citi, même Deutsche Bank, Crédit Suisse, moi à l'époque, ils s'alignent tous sur une même base fixe qui était, moi à l'époque, de 70 000 pounds, donc 85 000 euros fixe à l'année, première année à Paris, et un bonus qui est généralement entre 50 et 80% de ton fixe. Donc, ce sont des salaires quand même assez conséquents, assez élevés, et chaque année, ça va augmenter entre 10 et 15 000 euros sur ton fixe en plus. Ton bonus également augmente en fonction de la performance de ton équipe et de ta performance à toi. Donc ça, c'est pour les grosses structures. On va éventuellement en reparler sur qui peut accéder à ce genre de structure parce que pas tout le monde, malheureusement, aujourd'hui peut accéder à ces structures. Sur du mid-cap, on est allé sur une tranche entre 60 et 90 full package. Et ensuite, en small cap, généralement, on descend un petit peu sur du fixe, les alentours de 45-55, je dirais, sur cette tranche-là, avec un petit bonus. Voilà, sur BNP Paribas ou les banques françaises, on est sur un fixe environ à 65 000 à Paris, sans compter le bonus qui reste relativement bas. C'est quand même globalement un secteur très rémunérateur, on va dire. Après, on peut parler de salaire horaire, CF, les horaires que tu as donnés, mais en tout cas, sur la vision package, c'est quand même assez élevé. Oui, en fait, ce qui est bien par rapport peut-être à d'autres métiers, moi après j'ai fait sales dans la tech, donc rien à voir. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'en M&A, d'année en année, sauf si vraiment, tu vois, tu fais une grosse faute de parcours, chaque année, tu sais que tu vas passer au step supérieur, tu sais que tu vas prendre 10 à 15 000 euros en plus sur ton fixe, tu sais que tu vas pouvoir évoluer assez rapidement. Il n'y a pas de question d'headcount ou autres qui viennent, disons, entraver ton évolution de carrière. Donc ça, c'est hyper important aussi, surtout ensuite si tu veux partir en private equity ou exit dans un autre secteur. Ok, et peut-être une dernière question sur le M&A avant qu'on passe à un autre sujet, le système de grade aussi. Parce que là, on a parlé de junior, tu as évoqué les managing director MD. Grosso modo, c'est quoi les principaux grades et l'évolution possible dans le temps? Ouais, alors généralement, tu vas devoir faire 2 à 3 ans d'analyste. Ensuite, tu vas faire 5 ans d'associate. Ensuite, tu passes VP. Donc là, c'est intéressant parce que c'est la phase où en fait, alors on appelle ça un petit peu la phase tranquille en M&A. Parce qu'en fait, tu es un petit peu l'intermédiaire entre les juniors, donc les assos et les analystes, et les stagiaires,
et le managing director avec le client. Donc voilà, VP, en fait, tout dépend ensuite de ta performance. Il y en a beaucoup qui arrêtent après VP et ensuite tu passes director. Et après quelques années, allez, aux alentours de 35, 38 ans, tu peux prétendre à passer managing director et là, travailler avec les clients. Tout dépend encore une fois de la structure. Là, je te parlais vraiment de la structure, la large cap où j'étais. Voilà, tout dépend des structures. Il y en a certaines plus petites où tu peux évoluer plus rapidement. Et les gens qui partent, tu as évoqué des personnes qui ont arrêté à certains grades, ils vont vers quel poste en général? Alors, soit ils vont en M&A corpo, donc ils intègrent directement des entreprises pour travailler sur leur croissance externe et donc le pôle M&A. C'est un peu plus tranquille en termes de rythme. Soit, généralement, voilà, les gens qui exitent en private equity, ils partent quand même relativement tôt, donc soit fin analyste, soit début associate. Et sinon, ils partent dans une autre structure puisque ils ont fait leur temps, hein, donc forcément, ils ont d'autres opportunités. Et après, sinon, il y a la question des femmes, où on en reparlera, où là, il y en a de moins en moins après un certain rôle, donc après VP. Ouais. Très bien. On va en parler juste après, mais tout de suite, je te propose qu'on fasse la section speed question. Donc les speed questions, c'est très simple. C'est des questions courtes qui appellent à des réponses courtes. Donc voilà. Est-ce que tu es prête à jouer le jeu? Je suis prête. Alors c'est parti. La première question. M&A, rêve ou enfer? Rêve plutôt. Le M&A, est-ce que c'est toujours un parcours d'excellence en 2025? Oui. L'IA dans le M&A, est-ce qu'il y aura un avant et un après? Oui. Salariat ou entrepreneuriat? Entrepreneuriat. LinkedIn ou Instagram? LinkedIn. Pour le business, LinkedIn ou Instagram? LinkedIn. En une phrase, quelle est la plus grosse erreur que les candidats en M&A pour des postes juniors font? Mettre de côté trop le fit et se focaliser uniquement sur les techniques. Est-ce que le sport de haut niveau que tu as pratiqué, tu as mentionné l'équitation, t'a aidé pour entreprendre? Oui, 100%. Est-ce que c'est possible d'avoir un équilibre vie pro, vie perso quand on bosse en M&A? Oui. Le plafond de verre pour les femmes, est-ce que ça existe toujours en finance en 2025? Oui. Et enfin, la dernière question. Quota homme-femme en finance, est-ce que tu es pour ou contre? Je suis pour. Très bien, je te propose qu'on rebondisse tout de suite sur les deux dernières questions, là, sur les sujets hommes-femmes. C'est vrai que je voulais en parler avec toi. Moi, à ma petite échelle, par exemple, tu vois, sur le podcast, j'ai été un extrêmement mauvais élève parce que dans la première saison du podcast, j'ai eu 12 invités et une seule femme. Donc, c'est vraiment catastrophique. Bon, épisode qui était très bien d'ailleurs avec Jeanne le Millénaire sur l'éducation financière, si vous voulez écouter. Mais voilà, j'ai pris l'engagement pour la deuxième saison de faire beaucoup mieux. Alors, je ne sais pas si j'ai arrivé à la parité parfaite. J'ai pas mis de quota non plus, tu vois. Mais en tout cas, ça sera beaucoup plus équilibré et je pense que c'est important, je parle de moi, ma petite personne, mais de manière plus générale, que les femmes prennent la parole. D'après toi, c'est quoi le problème? Alors, en fait, même peut-être je reviendrai sur la partie plafond de verre parce que ça peut aller aussi dans l'autre sens. Mais déjà, il y a la question. Aujourd'hui, je pense que faut savoir en termes de quotas que les femmes rentrent en finance plus facilement. Donc, faut arrêter de se dire oui, les femmes. C'est compliqué de rentrer dans ce genre de métier. Non. Aujourd'hui, justement, et quand j'ai donné la conférence avec Cassib, on a très bien compris être une femme aujourd'hui. Oui, tu as donné, juste pour le contexte, pour ceux qui ne suivent pas ton activité de près, tu as donné une conférence sur la place des femmes en finance, justement, avec Crédit Agricole. Exactement. Et donc, on parlait de ces sujets-là, puisque les femmes, aujourd'hui, peut-être se mettre des barrières par rapport à l'ambiance, au travail, parce que c'est un monde qui reste quand même encore très masculin, par rapport au stress, par rapport aussi à la question de la maternité quand elle arrive. Est-ce qu'une femme, elle peut évoluer aussi rapidement qu'un homme? Voilà, ça reste un petit peu, les gens appellent ça la finance, c'est un monde de requins. Est-ce que la femme a sa place? Alors moi, je pense que oui, totalement. Déjà parce que, aujourd'hui, les femmes sont valorisées. Il y a des quotas, il y a des programmes aujourd'hui qui sont dédiés spécifiquement aux femmes en finance. Deuxième chose, la femme est très valorisée dans ce genre de métier. Pourquoi? Parce que, et en fait, je pense qu'il n'y a pas de combat à avoir entre eux, de bagarre ou de guéguerre entre les hommes et les femmes. Je pense qu'il y a de vraies synergies entre les hommes et les femmes dans ce genre de métier. La femme ne va pas avoir les mêmes compétences ou les mêmes qualités. Typiquement, je pense qu'une femme est beaucoup plus performante sur l'écoute, l'empathie, et ça, c'est quelque chose de très, très important et très recherché en M&A, que les hommes vont peut-être moins voir. Après, peut-être une généralité, mais c'est voilà. Et puis, je pense que ce qui est puissant sur le fait d'être une femme dans un monde très masculin, et moi, pour le coup, j'ai évolué en M&A, mais j'ai évolué aussi dans la tech, même aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Quand on est à un événement et qu'il y a uniquement des hommes, alors il y a 2 scénarios. Soit, justement, on se rappelle de toi, voilà, parce que c'est sociologique, je vais dire. On se rappelle de toi parce que tu es différente, on va dire. Soit on ne t'écoute pas. C'est un petit peu les 2 scénarios. Moi, j'ai jamais eu
le ressenti, en tout cas de mon côté, de me sentir inférieure à un homme, que ce soit en finance. Enfin, j'ai jamais eu de problème, ne serait-ce que même lors de mes stages ou de mon CDI. Après, plafond de verre, le seul point, c'est en fait la question de justement la maternité. Est-ce que justement une femme, au bout d'un moment, est-ce qu'elle veut pas s'occuper de sa famille, de ses enfants? Est-ce que pendant la maternité, c'est un frein à sa carrière? Bon, mais les managing directors du Crédit Agricole, donc de CACIB, donc Annie Ebler, qui sont quand même assez connus dans le milieu du M&A, expliquaient très bien. En fait, avant vos 35 ans ou avant le moment où vous voulez faire des enfants, c'est là où en fait faut tuer votre carrière, quoi. Là, faut y aller, faut avoir les meilleures opportunités, travailler sur les plus gros projets, faut avoir la dalle, si je puis dire, pour ensuite justement avoir cette période-là de répit. C'est le seul, disons, plafond de verre que j'aurais à mentionner. Après, moi, dans mon équipe chez Crédit Suisse, on était beaucoup de femmes parce qu'on travaillait sur le secteur du consumer retail. Et aujourd'hui, même niveau salaire, il y a une parité, hein. La seule différence, ça va être sur le nombre de deals closés quand tu es managing director. Ouais, après, il y a une parité disons, à poste égal. Et encore, c'est pas dans tous les secteurs, mais c'est déjà bien. Par contre, quand tu regardes, moi j'avais fait l'exercice, hein, et même dans le monde du conseil où j'évolue, globalement, si tu prends une vision effectivement à poste égal, il y a une parité. Toujours globalement, si tu regardes le nombre de femmes dans l'organisation par rapport au nombre d'hommes, ça sera pas forcément 50-50, mais globalement, tu vois, dans les entrepreneurs, c'est bon. Par contre, quand tu vas regarder par grade, bah là, ça va être très différent. C'est-à-dire que tu vas avoir une structure de personnes juniors et seniors où il y a effectivement beaucoup de femmes. Et déjà, à partir de grade, alors moi dans le conseil, c'est manager, c'est un manager, mais en tout cas, des grades, on va dire, significatifs, voilà. Et bah là, tu vas avoir une raréfaction. Et on ne parle pas de vraiment les boss. Là, il y en a encore moins. Comment t'expliques ça d'après toi? Moi, pour moi, c'est juste la question c'est pas une question de compétences, c'est pas une question oui, est-ce qu'elle a réussi à closer plus de deals qu'un homme? Ça, pas du tout. Moi, c'est vraiment par rapport aux priorités qu'on a dans la vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui disent, bon, bah, moi, au bout d'un moment, je veux avoir des enfants, je veux construire une famille. Donc, il faut que je trouve quelque chose qui me laisse plus de temps. C'est généralement ce qu'on a pu me dire, même moi, quand moi, j'étais très, très proche de ma mentor, donc qui était une managing director. Et elle me disait, bah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, même quand tu es managing director, on a un petit peu cette fausse idée de se dire, ah bah oui, on est tranquille, on gère que le client. En fait, on travaille tout autant, on ne décroche jamais. Et pour moi, c'est juste une question de priorité et savoir, bah ok, est-ce que je fais le choix de construire une famille et donc de mettre une priorité là-dessus? Ou est-ce que je choisis ma carrière? Et d'ailleurs, c'est un problème qu'on retrouve aussi dans l'entrepreneuriat, selon moi, ou dans n'importe quelle autre carrière aussi, voilà, assez élitiste, on va dire. Et d'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que du coup, il y a le côté, bah, les femmes doivent aussi moins se censurer, y aller, se sentir légitimes. Et puis après, il y a ce que tout un chacun, parce que c'est pas un combat que de femmes, en tout cas, c'est mon avis perso, c'est un combat voilà, sociétal. Donc, qu'est-ce que quelqu'un comme moi peut faire, par exemple? Un mâle blanc dominant, qu'est-ce qu'il peut faire? Pour aider les femmes, justement. Ouais, bah ouais, tant qu'à faire. Pas pour essayer de garder mon statut. Alors, moi, je pense que déjà, avec les nouveaux dispositifs aujourd'hui, le télétravail, la flexibilité, ça aide beaucoup plus. Ce qui permet aux femmes de pouvoir bah, justement gérer leur enfant, gérer leur maternité. Il y a pas mal d'aides là-dessus qui sont mises en place. Et ensuite, je pense que c'est qu'une question de mindset aussi. Enfin, je veux dire, typiquement, les managing directors avec qui j'étais m'expliquaient que justement, elles ont eu la chance d'avoir un homme, enfin un mari, qui les a beaucoup aidées, qui a accepté la situation. Et c'est lui, en fait, qui s'occupait des enfants. Ouais, un équilibre de couple, quoi. Voilà, un équilibre de couple. Et c'est aussi, je sais qu'aujourd'hui, et c'est pas une critique, hein, mais beaucoup d'hommes n'accepteraient pas que leur femme gagne plus. Ah, j'aurais pas de problème, moi. Si elle peut gagner beaucoup plus que moi, ça me va extrêmement bien. Moi, je serais le plus heureux, hein, tu sais. Donc voilà. Et il y en a d'autres qui l'acceptent. Donc ça dépend. C'est aussi une question de mentalité, quoi. Ça, c'est sûr. Très bien. Peut-être le dernier thème que je voulais évoquer avec toi, Chiara, avant qu'on parle de ton activité un petit peu plus en avant, c'est ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Parce qu'on parlait de prendre la parole, c'est quelque chose que tu fais très bien, notamment sur Instagram et sur LinkedIn. Pourquoi tu fais ça, en fait? Quel est le rôle des réseaux sociaux pour toi? Est-ce que c'est que du business? Est-ce que c'est de mettre en avant des idées? Voilà, comment tu utilises tes réseaux? C'est vrai qu'initialement, j'avais commencé à poster sur les réseaux sociaux pour essayer de faire un parallèle justement entre équilibre de vie pro et perso, parce que je sais que c'était un gros sujet en tout cas en finance et moi, ce par quoi je suis passée. Et en fait, c'est vrai que j'ai remarqué que personne, parce que comme tu le disais, en M&A, on a toujours la vision de la personne en costard-cravate, très soutenue, un peu shark, voilà, qui fait un petit peu peur et qui intimide. Et je pense que c'est un métier justement où tu regardes tous les podcasts en M&A, tout le monde porte une cravate, tout le monde porte un costard et ça reste, enfin ils sont là aussi pour vendre la structure. Et donc en fait, inconsciemment,
j'ai vu que on avait besoin de prendre la parole, de démystifier ces métiers, de donner aussi accès à de l'information parce que même si tu te retrouves dans les meilleures écoles, aujourd'hui, j'accompagne plein d'étudiants qui sont à l'ESSEC, à HEC, à l'ESCP et qui sont totalement perdus sur comment s'y prendre pour trouver leurs premières opportunités. Donc, moi, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment pour démystifier ces milieux-là, les métiers élitistes aussi, apprendre aux jeunes à trouver leur voie, mais aussi à apprendre à développer d'autres compétences, c'est-à-dire savoir se vendre, savoir bien se présenter, parce que c'est des choses qu'on va toujours retrouver, que ce soit un événement ou autre. Et pour moi, les rencontres que tu peux faire peuvent t'emmener de nouvelles opportunités. Donc, les réseaux sociaux, voilà, pour moi, aujourd'hui, c'est au-delà de mon business. C'est vraiment de démystifier ce monde-là et surtout d'être la référence en France et pourquoi pas un jour à plus grande échelle. C'est bien, de l'ambition, j'aime bien. Ah oui, ça toujours. Je suis pas là pour faire de la figuration. Très bien, j'aime bien la mentalité. En parlant de ça, justement, je sais que tu fais pas mal aussi de vidéos, ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois, en gros, il y a plusieurs niveaux. Il y a écrire des choses, voilà, vraiment écrit, des posts écrits ou des carousels. Après, il y a le niveau d'au-dessus, ça va être peut-être de te montrer en photo, voilà. Moi, je suis à ce niveau, tu vois, mais j'ai pas franchi le niveau vraiment vidéo et tu vois, c'est con ou je sais pas, mais je me sens pas, tu vois, encore prêt. Pour moi, il y a vraiment un gap. Toi, c'est quelque chose que tu fais bien et c'est hyper dur, hein. Si il y a des gens essayez de vous filmer une fois et vous allez voir, c'est hyper dur. On se déteste globalement. Comment tu as fait pour passer cette barrière-là? Alors, moi, c'est vrai que vraiment, j'avais horreur de ça. Même moi, je me souviens, moi, j'ai commencé, en fait, à faire quelques vidéos et à me filmer lorsque j'avais commencé à créer ma marque de vêtements de sport éco-responsable et donc que je m'étais mise un petit peu sur les réseaux sociaux. Je me souviens, enfin, j'avais peur des critiques, je recommençais les vidéos 40 fois, je pleurais, je me souviens, c'était une catastrophe. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, en fait, tu t'en fiches. Et je pense que... Il y aura toujours des critiques, de toute façon. Ouais, voilà, exactement. Donc, ça, je suis passée au-dessus, il n'y a pas de problème. En fait, pourquoi les haters aujourd'hui peuvent potentiellement t'aider, c'est qu'en fait, c'est ceux qui partagent le plus, c'est ceux qui commandent le plus. Te donne la visibilité, paradoxalement. Exactement. Donc, ça me va très bien. Ceci dit, je pense que moi, le déclic, ça a été quand j'ai vu une seule vidéo qui a décollé. Et notamment, j'ai commencé sur TikTok où les vidéos sont... tu peux faire des vidéos un peu plus tranquilles, un peu plus ouvertes. En fait, quand tu vois que ça marche, tu dis, bon, OK, let's go, je vais continuer. Et je pense que c'est ça qui te motive. Quand tu as des stats un petit peu plus basses, tu as un petit peu plus la flemme. Mais voilà, je pense que quand tu vois que ça peut t'aider sur ta boîte, ton business et que ça peut aider des gens, après, tu fonces et tu es beaucoup moins regardant sur voilà, le physique, comment tu te regardes, comment tu parles. Bien entendu, faut faire attention, mais voilà. Tu as une routine de création? Parce que tu postes à, je sais pas, heure fixe, tu prépares, tu batches tout, tu fais à l'instinct. Comment tu t'organises? Ouais, alors moi, je suis un petit peu une catastrophe là-dessus. Mes posts LinkedIn, j'essaie de les prévoir toujours le week-end pour la semaine d'après. Après, si j'ai des sujets ou que je lis des articles ou des choses qui sont intéressantes, forcément, je vais rajouter. Sur Instagram, je fais vraiment au jour le jour, ce qui est d'ailleurs très chronophage. Là, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui gère un petit peu mes montages pour m'aider. Mais sinon, ouais, Instagram, je fais un petit peu au jour le jour. Hier, j'ai enregistré. J'ai pas enregistré autant de vidéos que je voulais. Donc là, aujourd'hui, je vais me mettre un créneau d'1 heure. Ouais. Mais tu te fais des sessions où tu enregistres plusieurs vidéos, quoi. Ouais, mais j'aimerais bien être plus assidue parce que je pense que quand tu arrives à faire ne serait-ce qu'une vidéo longue, après tu shorts, tu cuts et c'est beaucoup plus efficace. Ça te fait du contenu pour quelques semaines, potentiellement. Exactement. Très bien, mais écoute, je mettrai les liens en description. Je sais pas que tu étais sur TikTok, tu vois. Moi, TikTok, c'est trop pour moi. C'est trop de gens. Bon, moi, je suis un vieux maintenant, c'est fini, quoi. Mais on m'a conseillé de me mettre sur TikTok, mais tu vois, faut faire de la vidéo. Tu peux faire du faceless, hein, il y en a plein qui arrivent aujourd'hui. Faut que je regarde ça. Bon, en tout cas, je mettrai en description pour les auditeurs qui ne te suivent pas. Je leur recommande ton contenu, évidemment. Donc, à la fois sur Instagram, où je suis très nul, mais je te suis. Et puis sur LinkedIn également, où c'est plutôt ma plateforme. Donc voilà, vous avez le choix, TikTok, LinkedIn ou Insta, il y a forcément un choix qui vous convient pour suivre Chiara. Avant qu'on arrive sur les questions de fin traditionnelle du podcast, est-ce que tu peux nous dire plus en détail maintenant l'accompagnement? Qu'est-ce que tu fais? Avec qui est-ce que tu travailles? Qui peut te contacter? Comment ça marche? Alors du coup, moi sur la partie coaching personnalisé qu'on a commencé 1 an et demi, on a coaché plus de 1000 étudiants. Donc je suis intervenue aujourd'hui dans plus de 40 écoles en France, en Italie, à Londres. Et en fait, ce qu'on propose aux étudiants aujourd'hui, c'est vraiment du suivi personnalisé, du coaching. Donc on le met en relation avec un mentor, qui est un opérationnel ou un ancien en opérationnel. On crée son petit groupe WhatsApp où on peut poser ses questions. Et il a vraiment un suivi et une roadmap personnalisée en fonction de son parcours et de ses objectifs. On va le conseiller sur ce qu'il peut obtenir et on va l'aider à
atteindre cet objectif-là. Je ne coacherai jamais un étudiant qui est à l'ESSEC de la même façon qu'un étudiant qui a fait une fac au fin fond de la France. Voilà. Et je lui conseillerais pas non plus les mêmes structures. Et le but aussi, via ce coaching personnalisé, c'est de créer toute une communauté, c'est-à-dire qu'il y a tous les alumni de Edge, tous les anciens coachés qui restent dans le groupe, ils sont actifs, on fait des lives tous ensemble. Et en fait, ça permet aussi de donner accès à des étudiants qui n'ont pas forcément accès aux meilleures écoles, de rentrer en contact avec des alumni qui, eux, ont déjà eu de beaux stages et de beaux CDI. Donc voilà, donc ça, je me suis associée avec donc Jordan Hu, qui est aussi le CEO de CrossPass, une marketplace, la plus grosse marketplace de chasseurs de tête. Et ensuite, là, récemment, il y a 2 mois, forcément, au bout d'un moment, j'avais envie de créer un produit tech, de scaler un petit peu mon business, ce que je fais déjà bien sur la partie coaching via les mentors. Et voilà, j'avais envie de créer quelque chose qui puisse être accessible à tous, déjà en termes de coût, enfin de prix, et surtout faire ça dans d'autres verticales, là où moi, j'ai pas forcément l'expertise. Et donc, c'est une EdTech aujourd'hui qui permet à n'importe quel coach de créer ses propres entretiens IA et ses propres tests. Donc, bien évidemment, il faut que le coach soit certifié, et à n'importe quel étudiant d'avoir accès à la plateforme, de pouvoir être mis en relation avec un coach, d'avoir accès à des entretiens IA qui sont des vraies simulations, un vrai forum. Et avoir... Donc là, l'idée, c'est que tu peux, si je me pose d'un point de vue client, tu peux avoir accès à un service où on va t'entraîner, enfin te coacher pour des entretiens, entre guillemets, de manière illimitée, parce que tu vas avoir un générateur IA qui peut te mettre dans plein de simulations, Ouais. plein d'entretiens différents. Et donc, si tu veux en faire 15 Ouais. ou 20, c'est possible. Exactement. C'est ça Ouais, l'idée? exactement. Et puis, côté coach, toi, par exemple, en tant que coach carrière, tu peux créer tes propres tests, tu peux unifier et gérer tous tes étudiants sur une seule et même unique plateforme, pouvoir les suivre. Et ça va permettre justement, toi aussi, de vendre plus facilement ton service. Aujourd'hui, ce qu'on fait surtout, c'est du B2B, puisqu'on va travailler avec les écoles. Donc là, ça fait 2 mois, on a déjà signé 3 écoles. Et on a une partie hybride, donc B2C, où les étudiants peuvent aussi souscrire un abonnement en solo. Et donc là, c'est les écoles qui mettent ça à disposition de leurs étudiants comme un service finalement en plus qui est de leur diplôme, pour les aider justement aux entretiens, c'est ça? Et ça couvre quel métier? C'est de la finance. Là, pour l'instant, on a toutes les verticales de finance, et grâce au système de coach, en fait, ça va être possible sur toutes les verticales. Ouais, parce qu'après, chaque coach peut intégrer un nouveau secteur ou un nouveau métier, c'est ça? Exactement. OK. Intéressant. Et donc ça, c'est la partie école. Est-ce qu'on peut, pour le premier service, est-ce qu'on peut te contacter aussi si je suis étudiant à l'université, dans une école de co ou une école d'ingé, peu importe. Est-ce que je peux te contacter en direct? Oui, je réponds très souvent. Enfin, franchement, il y en a certains. LinkedIn, Insta? LinkedIn, Instagram, surtout LinkedIn plutôt, ou par mail, mais sinon LinkedIn, ouais, je réponds très souvent. Je suis toujours connectée, donc OK. Tu as des offres, tu as des tarifs à nous partager? Ça dépend de la situation. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ou une enveloppe? Comme c'est du suivi personnalisé et qu'on met des mentors, le ticket moyen, on va dire, c'est 1 500 € pour 6 mois de formation, enfin de suivi. Après voilà, on s'adapte, on fait des formules plutôt adaptées aussi à l'étudiant, au nombre de mois de suivi et à ce dont il a besoin. Il y a des étudiants qui ont besoin uniquement d'entretiens blancs pour s'entraîner, donc le tarif ne sera pas le même. Donc voilà, le panier moyen est à 1 600. Après forcément, si on suit sur du plus long terme, le service proposé augmente en termes de temps et de valeur ajoutée. Donc voilà. Super. Et puis après, si ça te permet, il y a toujours deux manières de voir le prix. Il y a le prix en tant que tel, en tant que coût, et puis après, ce que ça peut t'apporter. Bon, si ça te permet de décrocher un job, ça permet de relativiser les choses. Non, mais c'est ça. Et puis, je sais que c'est compliqué pour les étudiants. Bon, malheureusement, aujourd'hui, je peux pas faire ça gratuitement, et c'est pour ça que j'essaie quand même de partager pas mal d'infos. Mais aujourd'hui, c'est très rude. Là, les stats aux US sont sortis pour la promo des Summer Interns là aux États-Unis. Sur 360 000 candidatures, il y en a eu 2 600 qui ont été sélectionnés. Donc, en fait, et tu sais que quand tu es en summer ou en stage, en 1 mois, tu l'as remboursé, ta formation, enfin ton suivi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de vendre ça aux écoles pour permettre aux étudiants d'avoir accès à tout ça gratuitement. Mais sinon, c'est de l'investissement, et moi, je pense que si j'avais eu l'opportunité de le faire, je l'aurais fait à l'époque. Ouais, je pense qu'effectivement, il y a pas mal d'écoles qui peuvent être intéressées parce que ça fait un service en plus pour leurs étudiants sur des parcours, notamment en école, qui sont assez onéreux. Donc, il faut pouvoir se justifier du prix. Donc, ça peut faire sens et c'est très smart. Écoute, merci pour ce partage. On te souhaite tout le succès, notamment pour la nouvelle aventure. Et puis, pour les auditeurs qui peuvent être intéressés, vous l'avez compris, vous pouvez contacter Chiara. Elle a promis de répondre. Donc, voilà. Si elle ne vous répond pas, vous pourrez me le dire. Je tirerai les oreilles. Exactement. Parfait, Chiara. Merci pour ça. Je vous propose tout de suite qu'on passe sur les questions traditionnelles du podcast pour la fin de l'épisode. La première, est-ce que tu peux me recommander un livre qui t'a marqué
pas forcément la meilleure des lectrices. J'écris beaucoup et je lis beaucoup de livres en philo, mais pas trop en finance. Pour le coup, dans l'entrepreneuriat, moi, ce que je peux recommander, ça rejoint un petit peu entrepreneur, mais côté finance, puisque c'est le plus grand business angel, c'est l'almanach de Naval Ravikant. Et en fait, c'est vraiment un recueil de réflexions sur la richesse, la liberté, le bonheur. Et ça mêle un petit peu philosophie stoïcienne et entrepreneuriat moderne. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il explique vraiment au début comment tu viens optimiser ta productivité, comment tu peux mieux investir, comment tu peux mieux travailler. Et en fait, au fil des pages, tu comprends le vrai sujet parce que en fait, quand tu commences l'entrepreneuriat ou même quand tu es très carriériste, tu vas un petit peu, tu tends toujours vers la réussite, tu veux toujours plus, tu es de plus en plus ambitieux. C'est comme l'argent, les gens qui disent oui, à partir d'un moment, je m'arrête. En fait, quand tu arrives à ce moment-là, tu dis maintenant, je veux encore plus. Et lui, il fait un parallèle très intéressant où en fait, il dit le plus important et le vrai sujet, ça va pas être de cocher des cases dans ta journée, mais c'est vraiment de choisir les bonnes cases et celles qui te rendent aussi profondément libre. Et moi, ma philosophie dit, aujourd'hui, c'est aussi être riche, c'est être libre, pouvoir être maître de ses propres actions et de juste d'être libre, en fait. Moi, c'est un petit peu mon objectif de vie à terme. Et j'aime beaucoup une partie aussi qui est très intéressante dans ce livre-là, c'est que en fait, il raconte que vos meilleures idées ne vous viendront que dans les moments d'ennui. Jamais quand vous allez être stressé, jamais quand vous allez être débordé ou que vous allez être en perpétuel mouvement. Ça, je l'ai appris assez tard. Et en fait, je pensais que prendre le temps à l'époque de rien faire servait à rien. Et pourtant, aujourd'hui, prendre le temps, prendre du recul et sortir du stress, c'est là où tu as les meilleures idées. Et je pense que vraiment, ce livre-là m'a vraiment aidée. Je le lis encore aujourd'hui, je le recommande. Et il t'aide aussi à passer de la logique de performance à la logique de sens. Moi, je suis pas du tout encore dans la phase logique de sens. Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que la paix? Mais en tout cas, c'est une philosophie de vie vers laquelle je tends. Donc, livre très intéressant. Tu me l'as bien pitché, j'ai envie de l'acheter là. C'est pas la première fois en plus enfin, la première fois qu'un invité me le recommande, mais j'ai déjà entendu parler de ce livre-là, donc je vais l'acheter. De toute façon, j'achète quasiment tous les livres qu'on me recommande. Si tu adores lire, je recommande parce qu'en plus, il est très simple. Donc, très simple à lire. Très bien. Deuxième question. Si tu pouvais revenir en arrière, prendre du recul, 10 ans, 15 ans, quel conseil tu donnerais à Chiara? Je pense que la première chose que je me dirais il y a 10 ans, c'est crois plus vite en toi et lance-toi. Quoi qu'il arrive, n'aie pas peur du regard des autres et n'attends pas la validation des autres. Je pense que moi, j'ai quand même eu un gros manque de confiance en moi à l'époque. J'avais toujours besoin d'attendre l'autorisation de qui que ce soit pour me lancer. Et forcément, je me disais, mais voilà, pourquoi si j'abandonne le M&A alors que j'ai tout donné, je vais passer pour une ridicule. Et en fait, j'attendais toujours ce moment d'atteindre la perfection, ce qui n'est pas possible. Et en fait, je pense que l'action aujourd'hui m'a beaucoup plus appris que la théorie. J'ai appris aussi, je pense que je me dirais aussi de m'entourer des bonnes personnes, des personnes qui pensent différemment, des personnes qui me tirent vers le haut, de pas me flageller si je perds des personnes que je considérais comme très importantes. Ça fait partie de la vie. Et voilà, je pense qu'il faut oser. Et le but pour moi, en tout cas, si c'était il y a 10 ans, c'était de lui dire voilà, crée quelque chose qui a du sens pour toi, cours pas après la validation des autres et avec l'ambition et la volonté que j'ai, que tu as, la petite Chiara, tu peux y arriver. Très bien. Tu aurais changé quelque chose si tu pouvais changer? Non, rien du tout. Franchement, j'ai aucun regret. Il y a bien une chose, c'est moi, je suis très directe, j'ai pas peur de dire les choses, j'assume tout ce que je fais, j'assume tout ce que je dis. Donc j'ai aucun regret. Voilà, si j'ai envie de faire quelque chose, si j'ai envie de le dire, je le dis haut et fort et je le fais. Bien entendu, il faut que ce soit réfléchi, mais j'ai aucun regret dans la vie, donc je ne changerai absolument rien. Très bien. Troisième question, est-ce que tu peux me recommander un expert de la finance que je devrais absolument inviter dans le podcast? Ouais, alors je pense que pour moi, c'est considéré comme un expert de la finance, mais je pense que ça peut beaucoup plaire aux jeunes. Aujourd'hui, c'est inviter Jean de la Roche-Brochard. Forcément, il est en VC, donc je pense que ça rentre quand même dans ta verticale. Yes. Pourquoi? Parce que, il casse les codes de la finance classique. Je pense qu'aujourd'hui, on en a besoin. Il est très cash, il va être très direct, sans langue de bois, il décomplexe la réussite aussi. Et ça résonne énormément chez les jeunes. Donc, je pense que si, voilà, ton podcast, ça a pour objectif de toucher ces jeunes-là. Il a aussi un parcours hyper inspirant. Il a bossé aux côtés de Xavier Niel, dirige Kima Ventures aujourd'hui. Donc, voilà. Et c'est un des fonds les plus actifs au monde en seed. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut intéresser. Et enfin, il est ultra pédagogue. Donc, encore une fois, ça peut être intéressant. Et ce qui peut aider aussi les jeunes, c'est qu'il a une mentalité où il va il valorise vraiment la mentalité plus que le CV. Et je pense que ça peut en motiver pas mal aujourd'hui.
Je le connais pas personnellement, mais je t'ai déjà écouté dans un podcast. Donc effectivement, j'avais bien envie de l'inviter, donc très bien. Écoute, je vais tenter, puis on verra. Il est assez ouvert là-dessus. Franchement, je pense que c'est OK. Très bien. Une dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué ou un message que tu voudrais faire passer aux auditeurs avant qu'on termine notre échange? Oui, alors moi, peut-être, je vais faire passer un message pour les jeunes qui nous regardent ou même les personnes qui ont pas forcément, qui ont peur de se lancer. Moi, je pense que, comme je vous l'ai dit, il faut croire en vous, il faut vous écouter, entourez-vous des bonnes personnes. Je pense que tout le monde aujourd'hui est capable d'y arriver. Il faut justement aller au-delà de la validation des autres. Je sais qu'aujourd'hui, ça reste un gros sujet sur pourquoi les gens restent dans leur zone de confort ou pourquoi les gens ont peur de parler. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut oser aujourd'hui, il faut prendre des risques et à tout âge d'ailleurs. Et si vous avez envie de construire une carrière, que ce soit en M&A, en finance, allez-y. Il n'y a pas de barrière. Alors peut-être que pour certains, ce sera plus long que d'autres, mais voilà. Et aidez-vous surtout des gens parce que c'est eux qui vont vous aider à aller loin. C'est pas en étant seul qu'on avance. Voilà. Super, écoute, je partage ce message. Merci beaucoup, Chiara. C'était super. J'espère que ça vous a intéressé à tous les auditeurs. Et puis, je vous dis très bientôt. Salut. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu fais partie de mes plus fidèles auditeurs. Alors je te dis un grand merci. Avant de partir, je te donne 2 to-do. D'abord, si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un avis 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide vraiment à faire grandir le podcast et à te proposer un contenu toujours plus qualitatif. Ensuite, partage cet épisode à au moins 3 personnes de ton entourage qui sont intéressées par le monde de la finance ou qui ont besoin de s'y intéresser pour mieux comprendre le monde qui les entoure. Pour me contacter et accéder à encore plus de contenu, tu peux me retrouver sur LinkedIn. Je publie chaque semaine 2 posts qui décryptent l'actualité financière. Tu peux aussi t'abonner gratuitement à ma newsletter mensuelle publiée sur Kessel Media. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.